La Chambre ne saurait aujourd'hui retarder les procédures, car encore une fois, et c'est une autre technique de la part de la défense, et on ne s'en cachera pas, c'est de tenter à nouveau de retarder les procédures. Cela fait depuis juin que cette confirmation des charges doit avoir lieu. Et encore une fois, on veut la retarder et on demande son report. Maître Altit, si vous voulez vous adresser à la Chambre, je peux m'asseoir si vous voulez. Allez-y. Oui, Maître Altit. Merci, Madame le Président. Écoutez, il me semble devrait y avoir réponse à des points qu'on a abordés, qui sont des points qui nous paraissent essentiels. Ce n'est pas le lieu pour un procès d'intention. Ce n'est pas le lieu pour des affirmations gratuites. Non, vraiment, je crois là il y a ici un vrai problème. Je demande au procureur, il aura le temps d'exposer en long, en large, en travers ces théories, de ne pas fourvoyer la Chambre. C'était des tentatives dilatoires. Les experts mandatés par votre cour, par votre Chambre, ont reconnu la réalité des choses. Enfin, non, mais il y a des choses qu'on peut accepter, d'autres choses qu'on ne peut pas accepter. Je m'excuse de vous couper la parole, mais je veux vous rassurer que vous aurez la possibilité d'en parler et de faire votre réponse à la fin, après avoir écouté le procureur et la représentante légale commun. Vous aurez l'occasion de riposter. Merci. Vous pouvez continuer, monsieur. Merci. L'accusation soumet que le premier point ou le point concernant la coopération doit être rejeté, car encore une fois, il s'agit d'une tactique de la défense pour tenter de retarder les procédures. L'inaction de la défense dans les 8 derniers mois de soulever cette question devant la Chambre est clairement un indice qu'il n'avait aucune difficulté à digérer l'ensemble des 3500 éléments ou items de preuve que l'accusation a pu lui divulguer jusqu'à maintenant. S'il y a des éléments additionnels qu'ils avaient besoin, de un, ils auraient pu en faire part à l'accusation, ce qu'ils n'ont pas fait. Deuxièmement, ils auraient pu saisir la Chambre, ils auraient pu saisir le greffe pour des demandes de coopération et l'accusation n'est aucunement au courant ou n'a jamais été notifiée à ce sujet. Alors, le fait de s'en plaindre aujourd'hui, encore une fois, à la dernière minute, est encore une fois, et on le répète, une tactique de la part de la défense. Dans des dossiers antérieurs, l'accusation a participé à des audiences où la défense avait des difficultés à obtenir la coopération de certaines autorités nationales ou organisations, et compte tenu des contacts, et peut-être dans certains cas effectivement une position plus privilégiée, l'accusation était à même d'intercéder auprès de ces autorités ou organisations pour qu'elles coopèrent avec les équipes de défense. Car il en va dans l'intérêt de la justice, effectivement, que la défense puisse, dans certains cas, lorsque ça se justifie, avoir accès à certains documents. Je vais maintenant, et je reviens juste sur une chose. L'accusation vous soumet que ce moyen, ou sur la question de la coopération, devrait être rejeté également sur la base qu'elle ne rencontre pas les critères à 122.3. Il ne s'agit pas d'une question de recevabilité de l'affaire, ou une question de procédure, de la conduite des procédures lors de cette confirmation des charges. Je crois que le point le plus central qui a été soulevé ou d'intérêt pour la Chambre cet après-midi est le deuxième point, celui concernant le document contenant les charges. Alors, tel que je l'avais mentionné précédemment, mon collègue Gerd Metzer va maintenant
développer la réponse, si vous voulez, de l'accusation sur ce point. Je vous remercie. Merci. Avant de vous donner la parole, une petite précision pour clarifier. Vous avez dit, c'était pas le 23 mars, mais le 28 mars, la date qui a été fixée par la Chambre pour des réponses à la contestation de recevabilité. Seulement pour clarifier ce point-là. Merci. Il s'agit d'un lapsus. Effectivement, j'avais bien noté la date du 28 mars. Merci. Bonjour, mesdames, monsieur le juge. Je vais donc répondre aux arguments soulevés par la défense en ce qui concerne les soi-disant défauts qu'il y aurait dans le document contenant les charges, notifiant les charges. Avant de rentrer dans les détails, je tiens à rappeler à nos éminents confrères de la défense et à la Chambre que cette Chambre préliminaire a délivré un mandat d'arrêt contre M. Gbagbo en se basant sur l'article 25.3a, en se basant sur le mode de responsabilité qui pourrait éventuellement être revu dans le cadre de l'audience de confirmation des charges. Nous avons étudié ça de près et suite à nos réflexions et à nos délibérations internes, nous avons décidé de présenter devant la Chambre un nouveau mode de responsabilité en supplément de celui qui avait déjà été précisé le 25.3a. Nous avons divulgué le document notifiant les charges à la défense en application d'une ordonnance de la Chambre, et je parle ici de la dernière version, et en application aussi de la règle 121 du règlement de procédure et de preuve, qui exige que la divulgation doit se faire 30 jours avant l'audience de confirmation des charges. Nous avions certes divulgué des versions précédentes de ce document, et ces versions étaient un peu différentes, pas dans les faits, mais en matière surtout de qualification légale. Mais ceci n'est pas un préjudice pour la défense. Au contraire, la défense maintenant a un avantage. Il connaissait la thèse de l'accusation depuis fort longtemps, bien avant ces 30 jours. Et la qualification légale supplémentaire, donc, n'est pas une modification ou un amendement des faits et circonstances qui sont dans le DNC. Nous nous appuyons exactement sur les mêmes faits et les mêmes circonstances pour étayer notre nouvelle qualification légale au titre du 25.3d. La défense parle de nouveaux faits, mais il n'y a pas de nouveaux faits. Ce sont les mêmes faits, exactement les mêmes. Même s'il y avait de nouveaux faits, d'ailleurs, comme je l'ai dit, de toute façon, nous avons divulgué ce document 30 jours avant la confirmation des charges. Et c'est là-dessus qu'il faut se baser pour étudier nos arguments. Maintenant, je reviens un peu en arrière. La défense déclare que les charges sont trop vagues et floues. Et les charges ne sont mentionnées, paraît-il, que dans le titre. Eh bien, malgré tout le respect que nous devons à nos éminents confrères, ceci n'est pas vrai. Et comme vous le voyez très clairement d'ailleurs dans la structure de notre document de notification des charges, les paragraphes 92 à 108 énoncent les charges, chapitres H et I du document. Et le reste, tout est en détail d'ailleurs. Et l'accusation explique bien comment elle a l'intention d'établir les éléments des crimes et les éléments du mode de responsabilité. L'accusation a pris cette approche en se basant sur la jurisprudence de cette chambre, non, de la chambre préliminaire 1, qui, dans sa décision de confirmation des charges dans l'affaire Banda et Djerbo, il s'agit donc du document ICC 0205
03 09 121, paragraphes 36 à 38. Donc cette décision explique bien comment le passage, comment certaines charges sont liées à d'autres portions de documents contenant les charges. Donc ce n'est pas le document entier, mais uniquement une partie bien précise des charges que vous retrouvez donc, comme je l'ai dit, pour nous, au paragraphe 92 à 108 dans notre document de confirmation de notification des charges. Ce document a un but bien précis d'ailleurs. C'est pour cela que nous avons fait extrêmement attention pour expliquer en détail la thèse de l'accusation, afin que la défense soit notifiée à l'avance de notre thèse et de notre cause, et pour que la Chambre aussi comprenne bien quels sont les détails sur lesquels nous nous fondons dans notre thèse. De plus, nous avons donné à la défense, ainsi qu'à la Chambre, une liste des éléments de preuve. Et dans cette liste d'éléments de preuve, nous avons expliqué très clairement comment chacun des éléments de preuve sur lesquels nous avons l'intention de nous baser dans le cadre de cette audience de confirmation des charges est lié à des faits bien précis, ce qui donne quand même encore plus d'éléments à la défense. Et vous avez aussi eu accès autour des notes de bas de page dans le document de contenant des charges, ce qui permet à la défense de mieux encore comprendre notre cause. La jurisprudence de cette Cour a déclaré que la liste des éléments de preuve fait partie intégrante de la lecture même que l'on doit faire de l'affaire et de la cause de l'accusation. Et nous avons suivi exactement cette même jurisprudence. Donc tous les détails sont là et nous sommes persuadés que les détails sont suffisants. Et de toute façon, la défense a eu droit à ce document dans les délais requis. De plus, si je puis maintenant revenir un peu en arrière et parler des faits et des circonstances. La défense déclare ou affirme que tout d'un coup, nous sortons de notre chapeau de nouveaux faits sans expliquer en quoi notre autre qualification juridique des faits au titre du 25.3d est liée aux faits et circonstances. Mais ce n'est pas vrai, absolument pas. En effet, dans le chapitre I de notre document contenant les charges, notifiant les charges, du moins, pour les chefs 5 à 8, poursuivre, s'il vous plaît. Oui, donc nous avons énuméré, et nous avons fait référence d'ailleurs aux faits qui établissent les éléments individuels au titre de l'article 25.3d. Dans notre présentation, d'ailleurs, nous reviendrons dans plus de détails pour expliquer comment les charges au titre sont liées entre, qu'elles soient sous la qualification 25.3a ou la qualification 25.3d. Et les faits et les circonstances du document notifiant les charges de toute façon sont suffisants pour obtenir tous les éléments nécessaires pour le 25.3d. Mon éminent confrère de la défense a bien précisé que le document notifiant les charges n'indique pas que les auteurs physiques sont des personnes qui ont agi de concert, qui auraient agi de concert. Mais là, dans un dessin commun. Mais au paragraphe 129 du document contenant les charges, nous disons bien que pour ce qui est de du coaction indirecte, ce n'est pas nécessaire. Mais ici, non seulement M. Babo et les membres de son entourage immédiat ont épousé ce plan commun, mais aussi les autres membres des forces